l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Vincent Guillen, professeur au département de philosophie de l'UQAM. Spécialiste d'histoire et de philosophie des sciences humaines, il a notamment publié sur Auguste Comte, John Stuart Mill et l'histoire de la psychologie. Il est aussi le secrétaire de rédaction de la revue philosophique de la France et de l'étranger, la plus ancienne revue philosophique professionnelle de langue française. Au printemps dernier, il a dirigé un dossier spécial de la revue ITAC consacré à la philosophie des catastrophes. À l'émission d'aujourd'hui, nous nous interrogeons sur ce qu'est une catastrophe, sur la responsabilité que différentes instances peuvent avoir sur elle et les effets qu'elles ont sur nos choix politiques. Nous abordons également l'effet que les catastrophes ont sur notre foi en l'avenir et la place que peut prendre une émotion liée à la catastrophe, la panique. Nous prenons bien évidemment en exemple le cas de la pandémie actuelle, sous un angle bien différent de ce qu'on aborde dans les médias. Bonne émission. Bien, bonjour, Monsieur Guillen. Vous êtes professeur en philosophie à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait lors de la dernière session d'automne, donc automne 2019, un séminaire sur la philosophie des catastrophes, un séminaire presque prophétique, juste avant la crise du COVID. Et vous venez parler justement avec nous de la philosophie, de la pensée des catastrophes. Donc, peut-être une question d'introduction, de définition très simple. Qu'est-ce qu'on entend par catastrophe? Comment on reconnaît une catastrophe? Bonjour Romane, bonjour Kevin, merci pour votre invitation. On est donc en affaires, on est philosophe, on va commencer par une définition on pourrait dire simple, de sens commun de la catastrophe. C'est un événement soudain, imprévu et violent qui résulte en des destructions matérielles et des pertes humaines massives. C'est, on pourrait dire, une compréhension simple, prosaïque de ce que c'est qu'une catastrophe. Est-ce que vous avez des exemples paradigmatiques de catastrophes qui sont très référés, utilisés en philosophie? Alors, il y a un exemple qui a donné lieu à toute une littérature, un débat célèbre entre Voltaire et Rousseau, c'est le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. En règle générale, si vous cherchez dans votre esprit des exemples de catastrophes, ce à quoi vous allez faire spontanément référence, ce sont des catastrophes qu'on dit naturelles. Tremblement de terre, éruption, inondation. On parle aussi de catastrophes naturelles dans les situations qui sont semblables à celles que nous sommes en train de vivre, qui sont des situations d'épidémie ou de pandémie. Donc ces catastrophes-là, comme événements ou comme processus, elles ont une temporalité particulière et aussi une échelle particulière. On parle parfois de catastrophes individuelles ou de catastrophes existentielles pour parler d'une maladie grave chez un individu. Bien sûr, il y a une analogie à faire dans le sens de la gravité que cet événement a pour l'individu, la famille qui est touchée par cette catastrophe. Mais il n'en reste pas moins que dans la catastrophe, il y a bien l'idée que cet événement-là a des conséquences incommensurables avec l'ordre normal de la réalité et de l'existence. Donc, on pourrait dire qu'une catastrophe, c'est une rupture de la normalité. Une catastrophe, c'est une rupture, un bris qui peut être utilement contrasté avec le changement. Le changement, c'est juste une modification dont on ne spécifie pas l'ampleur et qui n'est pas nécessairement affectée d'une valence péjorative. Un changement, ça peut être pour le mieux. Une catastrophe, ce n'est pas non plus un développement. Un développement, c'est une extension dans une direction qui était prévisible. Le développement du fœtus, c'est le processus par lequel le fœtus passe à travers différentes étapes et on sait où ça va aboutir. La catastrophe, ce n'est pas non plus la crise. Pourquoi ? Parce que la crise, c'est bien sûr un phénomène qu'on décrit comme nocif, comme pathologique, mais dans la crise, il y a aussi la capacité de prévoir, il y a la capacité d'anticiper, puis un aspect, on pourrait dire, de prévisibilité. Une crise, ça commence, ça se développe, ça a un acmé, ça a un pic, puis ça se résorbe. Ça se résorbe pour revenir à la normale ou à un état normal. Dans la catastrophe, comme on dit, il y a un nouveau normal. On change, on pourrait dire de cycle, on change d'ordre d'existence. Ce qui fait que la catastrophe se distingue bien des autres modalités du changement, la modification, le développement ou la crise.
Justement, vous avez parlé de la différence entre les catastrophes qui sont lentes et les catastrophes rapides, parce que les exemples que vous avez donnés au début d'événements naturels, c'est des événements qui arrivent à un moment où on ne pouvait pas prévoir. Mais la pandémie, par exemple, on avait la possibilité de la prévoir d'une certaine façon et on l'a vu venir. Elle est arrivée après quelques mois qu'on avait déjà un peu d'informations sur ce qui se passait. Donc, qu'est-ce que ça change le fait que ce soit une catastrophe lente versus une catastrophe rapide? Alors, on a commencé par une définition de sens commun et tout de suite, on voit que quand on creuse dans les spécificités des phénomènes, on voit que la catastrophe, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Michel Puech, qui est un philosophe français, qui est un spécialiste de la technologie, a thématisé cette idée de catastrophe lente. Le modèle de la catastrophe lente, ce serait la catastrophe sanitaire. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est celui de la thalidomide. C'est-à-dire que vous avez une intervention médicale, c'est-à-dire qu'on fait prendre aux femmes enceintes un certain médicament pour les prémunir de certains risques ou de certains désagréments de la grossesse. Et on se rend compte à moyen ou à long terme que ce médicament est tératogène, c'est-à-dire qu'il induit chez les fœtus des malformations. Catastrophe lente parce qu'au contraire de l'éruption ou de l'inondation, on n'en voit les conséquences qu'à moyen ou long terme, mais catastrophe quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle va toucher un nombre non négligeable de mères et d'enfants et que les conséquences de cette catastrophe vont être substantielle pour les gens qui sont frappés. Donc la temporalité de la catastrophe, bien sûr, on a tendance à la spécifier ou à l'identifier dans le moment où ça craque, dans le moment où ça explose, mais il y a des catastrophes. Si la catastrophe, c'est un bouleversement majeur dans la vie d'une communauté ou d'un groupe humain, une catastrophe est nécessairement humaine parce qu'elle est toujours catastrophe pour quelqu'un, cela se juge aussi au niveau des conséquences d'une catastrophe. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des catastrophes du lendemain qu'on voit monter, on pourrait dire, tranquillement, dont on ne sait pas complètement analyser les conséquences, mais dont on sait que ça va être grave. Donc il y a aussi dans ces catastrophes lentes une autre temporalité plus lente qui est capturée par un concept qui est aujourd'hui très en vogue, qui est celui d'effondrement. On a un changement climatique, c'est une catastrophe parce qu'elle va bouleverser, si elle s'avère, elle va bouleverser l'ensemble, on pourrait dire, des relations existantes dans l'écosystème Terre. C'est une catastrophe à long terme parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, s'il faut croire les climatologues, et il serait bien fou de ne pas les croire, ce sont un essaim de petites catastrophes, celles auxquelles on est habitué, les inondations, les feux de forêt en Californie. Ça, en un sens, rien de nouveau sous un soleil qui chauffe plus, mais il en reste pas moins que la catastrophe lente, c'est un effet de système, le changement climatique, c'est un effet de système, elle va s'étendre sur une période beaucoup plus longue, qui justifie, et c'est peut-être une des choses qu'on doit retenir de ceux qu'on appelle les collapsologues, un effondrement. Quand un immeuble s'effondre ou quand une maison s'effondre, c'est rare qu'elle s'effondre tout d'un coup, hormis quand vous avez des effondrements prévus et délibérés. Quand vous voulez détruire un bâtiment, vous mettez de la dynamite dessus et puis tout s'effondre. Quand il y a un tremblement de terre, souvent une partie des bâtiments s'effondre, mais vous pouvez encore vivre dans la masure ou l'abri qui vous reste, pas comme avant certainement, dans des conditions bien pires, mais il y a une progressivité de l'effondrement. C'est ce qui me semble être bien saisi par le concept d'effondrement dans la littérature collapsologique. Ce concept d'effondrement, vous pouvez le varier en fonction de l'objet qui est le sujet plutôt de cette modification-là, en déclin ou en décadence. C'est pas nouveau ça, qu'on s'inquiète sur le devenir des civilisations, des sociétés, des groupes. L'effondrement est un concept intéressant parce que, au contraire du déclin ou de la décadence qui était traditionnellement réservé aux civilisations, aux sociétés ou aux personnes, l'effondrement n'est pas immédiatement ou spontanément anthropocentrique. Quand tout s'effondre autour de vous et que vous-même vous vous effondrez, ça atteste bien de la dimension holistique du phénomène qu'on est en train de vivre. Exactement, on voit le monde devant nous, c'est pas simplement quelque chose qui est vécu de façon purement subjective ou individuelle. Je remarque que ce soit à propos des catastrophes rapides ou des catastrophes lentes, on va souvent chercher à en comprendre les causes, on va souvent être capable de le faire,
ou bien a posteriori, souvent pour les catastrophes rapides, ou bien pendant que ça se déroule. On parle du réchauffement climatique comme exemple de catastrophe lente. On comprend pourquoi il se produit cet effondrement en ce moment. Est-ce que rechercher les causes d'une catastrophe, ça nous donne des responsables d'une catastrophe? Est-ce qu'il faut chercher nécessairement des responsables? Quand on se trouve face à un événement comme une catastrophe, il y a diverses dispositions cognitives qu'on peut adopter. Il y a une disposition qui est épistémologiquement déterminée, qui consiste à rechercher les causes. Quels sont les mécanismes qui ont fait advenir cette catastrophe? Et cette recherche, elle relève proprement d'une recherche scientifique. Prenez un exemple fameux de description de catastrophe dans le canon philosophique. C'est la description de la peste d'Athènes par Lucrèce dans le De Natura Rerum. Le De Natura Rerum, c'est un manifeste ou c'est un poème épicurien. C'est un poème épicurien qui finit mal parce qu'il finit sur cet épisode tragique de la peste d'Athènes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est mis en scène par Lucrèce, parce que Lucrèce hérite cette relation-là de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, où Thucydide, en historien, narre et relate la peste d'Athènes, s'interroge sur ses causes, met de côté l'étiologie divine, ce que fait bien sûr aussi Épicure, parce que les dieux épicuriens ne nous veulent pas de mal, ils sont assez indifférents, si tant est qu'il y ait des dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Lucrèce décrit la peste d'Athènes, avant de rentrer dans les considérations qu'on pourrait dire sociologiques, qu'est-ce qui se passe quand une ville est saisie par la peste, il donne une théorie miasmatique de la maladie. C'est-à-dire que l'air est vicié, les gens tombent malades. Recherche des causes. Pour un épicurien, causes matérielles. Ça relève de l'enquête scientifique. Mais bien sûr, la catastrophe, elle est catastrophique pour qui? Elle est catastrophique pour un groupe. Et bien sûr, un des réflexes inhérents à l'humanité, c'est de chercher un sens aux événements et pas simplement une cause. Et c'est là où la question de la responsabilité rentre en jeu. La catastrophe, et ça c'est une histoire très longue, alors vous m'excuserez, je vais atrocement simplifier les choses. On pourrait dire qu'historiquement, c'est ce qu'ont essayé de montrer beaucoup d'historiens, bien plus en détail que ce que je peux faire maintenant. Quand on cherche des causes à la catastrophe, on va chercher un sens, et un sens, ça veut dire une justification. Pourquoi est-ce que ça nous est arrivé à nous? Et donc, vous avez une volonté d'explication qui passe par une imputation. Bien sûr, la catastrophe, comme c'est un phénomène qui va occasionner du mal et de la souffrance, on l'a très longtemps interprété sur le mode de la sanction ou de la punition. La catastrophe, c'est un fléau, c'est une calamité parce qu'elle fait souffrir, elle amoindrit, elle mutile, elle tue. Mais toute cette souffrance, quel est son sens? Bien, c'est peut-être la réponse ou la sanction ou la punition infligée à cette communauté ou à cette humanité, si la catastrophe est généralisée, pour une faute ou un péché. Cette tentative d'assigner une responsabilité, la catastrophe comme faute, ou la catastrophe plutôt comme punition d'une faute, c'est ce qui va guider les essais de ce qu'on a appelé classiquement la théodicée dans la religion chrétienne. Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde si Dieu est bon? Peut-être parce qu'il y a des fautes à expier de la part de l'humanité. Et donc, rechercher la responsabilité, c'est d'abord, ou ça a été très souvent, avant de rechercher les causes, de rechercher ce que nous devions avoir fait pour mériter cela. On pourrait dire que c'est très archaïque, mais c'est aussi très prégnant, c'est-à-dire qu'on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela, dans le cadre d'une catastrophe. Alors que si vous regardez beaucoup de catastrophes, les gens n'ont pas mérité des tsunamis ou des inondations. Il semblerait que c'est disproportionné entre l'effet et la cause que de penser qu'il y a un lien de responsabilité. Par contre, bien sûr, une fois que vous avez mis de côté les explications théologiques, la question de la responsabilité, elle prend un autre sens. C'est-à-dire que si les catastrophes sont humaines, c'est non seulement parce qu'elles touchent les êtres humains, c'est eux qui attestent du fait qu'un événement est une catastrophe parce qu'il bouleverse leur existence, mais aussi peut-être parce qu'ils ont une certaine responsabilité dans l'advenue de cette catastrophe. Revenons sur l'exemple de Lisbonne. Vous savez que le tremblement de terre de Lisbonne, il donne l'occasion d'un échange entre Voltaire et Rousseau.
Pour Voltaire, le tremblement de terre de Lisbonne, c'est le dernier clou, on pourrait dire, dans le cercueil d'une théodicée qui consiste à exonérer Dieu de ces événements-là, ou on pourrait dire de l'advenu de cette catastrophe. Or, Rousseau, dans sa polémique avec Voltaire, insiste bien sur le fait qu'une bonne partie des morts tient au fait qu'on ait bâti Lisbonne là où elle était, c'est-à-dire possiblement victime d'un raz-de-marée, et que si beaucoup de gens sont morts, c'est parce qu'ils ont été pris au piège des répliques, c'est-à-dire que premier tremblement de terre, ça s'effondre, on part à la campagne, mais on veut revenir, vous dit Rousseau, pour sauver de l'argent et des vêtements. Et donc là, la responsabilité humaine, elle est double. On pourrait dire imprévoyance. Il ne faut pas construire de villes là où c'est dangereux. Il faut prendre attention ou prendre garde aux différents risques naturels. Et en un sens, là, vous voyez bien que ce n'est pas le péché qui est en cause, c'est l'imprévoyance et l'ignorance. Et aussi, il y a une dimension morale dans la critique de Rousseau qui consiste à dire peut-être que si votre vie était différente et votre mode de vie différent, peut-être que vous ne seriez pas exposé au même type de risque. Donc là, on a bien une recherche de responsabilité qui est complètement sécularisée, mais qui tient bien à des déterminations, on pourrait dire, prudentielles. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où il y a du risque ? Et là, la modernité, c'est ce qu'a décrit le sociologue allemand Ulrich Beck, elle est société du risque parce que nous vivons dans un monde qui n'est plus, on pourrait dire, sous la gouverne d'un Dieu qui n'est peut-être pas tout à fait bienveillant, ou de dieux qui ne sont peut-être pas tout à fait bienveillants, mais en tout cas dans un monde où les déterminismes naturels nous exposent à un certain type de risque. Et de l'autre côté, on prend en compte le fait que nous vivons dans un monde qui est aussi susceptible d'être déterminé par nos actions, et que notre mode d'agir, en particulier nos modes d'agir techniques, peuvent avoir des effets retours sur notre existence que nous ne prévoyons pas. C'est l'exemple type de la catastrophe industrielle. Parlant de ce monde qui va être transformé par nos actions et par notre technique notamment, il y a un concept qui est utilisé dans la philosophie de la catastrophe et dans d'autres contextes, qui est celui de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots. Qu'est-ce que l'anthropocène ? Alors, c'est une question qui intervient à un très bon moment, Romane, parce que le concept d'anthropocène, il va marquer parfaitement ce qu'on pourrait appeler la circularité de l'agir et la nécessité de repenser, peut-être pas totalement, mais à nouveau frais, les rapports entre catastrophes naturelles et catastrophes humaines. Traditionnellement, on pense que les catastrophes naturelles sont dues à un déterminisme purement mécanique qui ne mobilise en rien l'agir ou la réalité humaine, et que les catastrophes humaines relèvent de l'imprévoyance ou d'un vice moral, d'une erreur humaine, et on a longtemps tracé une ligne, non pas étanche, mais bien nette entre les deux. Tchernobyl, c'est pas le tremblement de terre de Lisbonne. Simplement, on voit bien que, et ça, on pourrait dire, c'est typique de la modernité. Non pas le fait qu'il y ait des catastrophes, mais l'intrication de l'agir humain et du déterminisme naturel dans l'advenu et ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement ou la perduration de la catastrophe. Prenons un autre exemple de catastrophe nucléaire que celui de Tchernobyl. Commençons par Tchernobyl. Tchernobyl, erreur de conception, erreur humaine qui va aboutir à un accident. L'accident, c'est dans le registre des catastrophes, pas le degré zéro de la gravité, il y a l'incident avant ça, mais l'accident, ça relève bien de la responsabilité humaine. Simplement, ce qui est caractéristique de Tchernobyl, c'est que l'explosion de la centrale va bouleverser l'écosystème environnant, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre à Tchernobyl et que la nature autour de Tchernobyl a changé. Donc vous avez une action humaine, ou plutôt une impéritie humaine, qui va aboutir à des changements écologiques. Donc, l'humain transforme la nature. Mais vous avez aussi un mécanisme autre. Prenons une autre catastrophe nucléaire qui est Fukushima. Fukushima, vous avez un tsunami. Qu'est-ce que c'est vous avez d'abord un tremblement de terre sous-marin. Ensuite, vous avez un tsunami. Un tsunami en japonais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une vague qui touche un port. Il se trouve que le tsunami va frapper quoi ? Une centrale nucléaire qui est construite pour des raisons techniques au bord de l'océan. Pourquoi ? Parce qu'il faut de l'eau pour la refroidir. Le tsunami
détruit ou en tout cas endommage fortement la centrale nucléaire, qui dégage des substances radioactives, qui hypothèque l'ensemble des ressources naturelles autour, qui rend invivable la vie autour de la centrale et qui, là, va occasionner des déplacements de population et donc des transformations de l'urbanisme, de la vie même et on pourrait dire, du système industriel japonais, est-ce qu'on interdit ou pas les centrales nucléaires. Et donc là, la nature touchant un artefact humain, la centrale nucléaire, qui va par retour hypothéquer les équilibres naturels ou mi-naturels, mi-humains dans les régions alentours. Et donc là, on a bien cet effet de boucle. L'Anthropocène, c'est-à-dire ce concept qui a été forgé par Crutzen et Sturmer au début des années 2000, c'est en un sens la mise en évidence au niveau de l'écosystème terrestre de cette possibilité que l'agir humain devienne une force tellurique, on pourrait dire. L'Anthropocène, c'est le moment où c'est l'ère, c'est la période où on a attesté par différents types de marqueurs que l'activité humaine, principalement l'activité industrielle, occasionnait des changements géologiques qui étaient visibles et à long terme au même titre que d'autres forces physiques. L'Anthropocène, c'est la période dans laquelle l'humanité est devenue une force prométhéenne à l'égal, ou en tout cas comparable aux autres forces physiques qui jusque-là avaient modelé l'existence de l'humanité sur le globe terrestre, mais qui, en un sens, déterminent le devenir de l'écosystème Terre dans son ensemble. Dans votre description de l'Anthropocène, je la trouve intéressante parce qu'elle soulève chez moi un questionnement. On dirait qu'il y a une attitude un peu paradoxale dans nos réflexions sur la catastrophe qui est le réchauffement climatique, qui, j'imagine, serait une part assez intégrale de ce monde de l'Anthropocène. D'un côté, il me semble qu'on est encore dans ce que vous avez appelé un paradigme expiatoire, où on cherche justement des responsables très précis. On est capable de dire, par exemple, exactement, je pense, les 100 entreprises qui produisent un X pourcentage des émissions de gaz à effet de serre. Puis d'un autre côté, on désigne l'humanité dans son ensemble comme justement la force, c'est-à-dire une force tellurique, c'est très abstrait, on est vraiment une humanité comme un tout. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à commenter par rapport à notre attitude un peu paradoxale à chercher des responsables très précis et en même temps à reconnaître, se blâmer collectivement, je ne sais pas, comme force très, très collective. Est-ce que ça sert peut-être plus à rien de chercher des coupables très précis? Est-ce qu'il faut au contraire diviser la responsabilité au sein de chaque individu? Alors, plutôt que de paradoxe, je dirais que dans l'Anthropocène, on peut répondre à différentes questions. Ce que les philosophes ont beaucoup fait, ou ce qu'un certain type de philosophes qui ont beaucoup réfléchi sur l'agir technique ont fait, c'est qu'ils en ont tiré une leçon métaphysique à l'échelle de l'humanité, qui consiste à dire, ce qui est caractéristique de l'humanité, c'est sa dimension technique, l'homo est un homo faber, vous disait Bergson, et que l'advenir technique, ou en tout cas l'agir technique, c'est en un sens retourné contre l'humanité qui gémit sous le poids de ses inventions. Ça, c'est une conclusion qu'on pourrait dire métaphysique ou anthropologique. Elle assigne à l'humanité une essence technicienne qui se retourne contre elle et qui, en un sens, pourrait amener à un certain nihilisme qui consisterait à dire, voilà, regardez, nous faisons nous-mêmes notre propre malheur. Si vous voulez faire de l'anthropologie philosophique à ce niveau-là, c'est très bien. Par contre, une autre question que pose l'Anthropocène, ou que posent les gens qui réfléchissent à l'Anthropocène, c'est de passer d'une perspective globale qui est réelle, c'est-à-dire que le changement climatique, il arrive partout, pas au même niveau, pas à la même échelle, mais il arrive partout sur l'écosystème Terre. Mais pour analyser ce phénomène-là, il faut avoir des outils un peu plus fins que la nature humaine. Par exemple, quand on parle de l'Anthropocène, c'est une catégorie scientifique qui est utilisée par les climatologues ou les géologues pour dater une période. Ça répond à un certain type de questions. La question, c'est de savoir à partir de quel moment on peut voir que l'humanité fait une différence dans l'histoire géologique de la planète. Bien sûr, vous pouvez vous dire, on va regarder des marqueurs, par exemple, le niveau de CO2 dans l'atmosphère, plein de propositions pour savoir comment on devait déterminer l'advenu de cette période-là. Mais bien sûr, si vous vous posez une autre question, qui est plus simplement,
la question de savoir factuellement quand est-ce que ça commence, mais qui est responsable. Alors là, il faut poser d'autres questions. Et peut-être que le concept d'anthropocène, qui est en un sens bien lié à une caractérisation, j'allais dire philosophique pour générale de l'humanité, comme espèce qui transforme son environnement à tel point qu'elle le dénature pour en faire une nouvelle nature, peut-être qu'un autre concept, comme le concept de capitalocène, celui de Moore, est plus intéressant parce que si on recherche des responsables, peut-être pour en faire des coupables et pour leur demander des comptes, ça dépend on pourrait dire, de vos orientations. Si vous cherchez une analyse plus fine de qui est responsable de cette dynamique qu'on estime nocive, alors là, vous allez vous dire, OK, si l'anthropocène, ça naît au 19e siècle, quelle est la cause principale ? C'est peut-être le dégagement d'un certain nombre de gaz, puis c'est peut-être l'activité industrielle. Et là, vous allez vous dire, au 19e siècle, les responsables du réchauffement climatique, ou en tout cas de l'accélération de ce phénomène-là, ça va être l'Europe, plus particulièrement la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur du monde industriel. Si vous allez plus avant, vous allez voir qu'au milieu du XXe siècle, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les pays qu'on disait il y a quelques années en voie de développement, qui ne sont plus du tout en voie de développement, qui sont développés et qui sont développés et qui se développent en plus, qui sont la Chine ou le Brésil. Et donc, si on veut, par exemple, chercher des responsables, alors il faut avoir des concepts qui sont plus fins que ceux d'anthropocène ou ceux de nature humaine. Pour comprendre ça, il faut bien voir que dans la répartition, par exemple, de production des gaz à effet de serre ou les taux différentiels de consommation de nourriture carnée, ce n'est pas l'humanité dans son ensemble qui affiche, on pourrait dire, les mêmes propriétés. En fonction des pays, des modes de vie, et même à l'intérieur d'une société, en fonction du mode d'existence que vous avez, vous n'allez pas du tout avoir le même impact. Juste factuellement, il est important, parce qu'il y a une dimension éthique, il y a une dimension politique à ces questions-là, il est important de poser ces bonnes questions et de voir qu'à chaque niveau de question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'écosystème ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des sociétés ? Est-ce que toutes les sociétés naissent égales ? Non, il y a des sociétés qui sont plus ou moins énergivores. Il faut poser les bonnes questions au bon niveau et ne pas tout confondre, ce qui est un peu le cas on pourrait dire des thématisations philosophiques à spectre large sous le même concept. Et donc ça, c'est très important. Le concept d'anthropocène, il sert à marquer une nouveauté, un bouleversement, l'échelle de ce bouleversement, mais il n'est pas sûr que le concept d'anthropocène, il soit adapté pour, on pourrait dire, évaluer les responsabilités et encore moins pour donner des pistes pour l'action. Parce que si on dit il faut transformer notre rapport au monde et notre rapport à l'écosystème, vous voyez bien que si les gens ont déjà par avance différents modes de vie, ça ne va pas nous aider. Il faut donc avoir une perspective ou des perspectives plus chirurgicales sur ces problèmes-là. Et bien sûr, vous m'objecterez que c'est joli de dire ça, mais à problème global, est-ce qu'il y a vraiment des réponses locales ? Et là, il faut prendre en compte les différents niveaux de possibilités et d'action qui consistent à dire que, bien sûr, ce n'est pas simplement en recyclant tous les mardis soirs dans mon Mac brun mon compost que les choses vont changer. Peut-être pas au niveau global, mais à un niveau local. Et l'intrication, l'enchevêtrement des différentes logiques est important. Et je pense que pour les philosophes, il faut toujours garder en mémoire que la réalité est complexe. Alors ça, c'est un peu un gimmick qui est énervant. Quand on ne veut pas régler un problème, on dit c'est complexe. Mais peut-être qu'une prise de conscience informée consiste à dire que la réalité est complexe. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes à différentes échelles qui nécessitent des approches spécifiques et des transformations, des décisions qui sont elles-mêmes spécifiques. On n'écrase pas une mouche avec un marteau. Je ne veux écraser aucune mouche, mais en tout cas, si j'avais une mouche à écraser, je ne le ferais pas avec un marteau, mais avec une tapette à mouche. Il faut varier ces outils en fonction des problèmes qui se posent. Et le changement climatique, ça pose des problèmes à différentes échelles. Juste pour finir, je vais prendre un exemple qui va vous montrer les différences d'échelle. Il y a plusieurs types de moyens pour limiter, on pourrait dire, l'emballement climatique. Vous pouvez demander aux gens de réduire leur consommation. Consommation de viande, consommation d'énergie fossile. Ça, c'est, on pourrait dire, quelque chose qu'on connaît économiquement. On sait comment donner des incitations pour faire en sorte que les gens adoptent des comportements qui soient plus compatibles avec les fins qu'ils recherchent. Mais vous avez aussi des solutions. Alors, la plupart d'entre nous sont extrêmement
sourcilleux quant à ces propositions-là, mais elles méritent d'être prises en compte. Ce sont des propositions malthusiennes qui consistent à dire, si notre consommation est la, une partie des causes du problème, alors en réduisant la taille de la population humaine, peut-être qu'on va ralentir le rythme. Vous voyez bien pourquoi ce sont des propositions qui sont des suggestions qui sont très problématiques, parce que souvent les politiques populationnelles, elles répondent à des projets de société qui sont proprement totalitaires. La politique de l'enfant unique en Chine, c'est pas un truc qui a été discuté dans tous les foyers où les gens se demandaient quel serait le meilleur pour nous, pour notre société. Ok, ça a été décidé de façon unilatérale par un pouvoir qui avait des objectifs. Mais la question, et vous savez qu'il y a tout un mouvement antinataliste, même en philosophie, alors qui est défendu pour différents types d'arguments, pas uniquement des arguments prudentiels qui consisteraient à dire si on réduit la population, alors on réduit le risque d'emballement, on pourrait dire, ou la détérioration, pour des raisons qui sont aussi des raisons morales, moi qui ne me convainc pas, mais on peut considérer ces solutions-là. Mais vous voyez bien que, par exemple, dans une démocratie libérale, en fait, quand vous êtes antinataliste, ou quand vous dites je vais réduire la taille de ma famille à 2 adultes et un enfant, ou que vous dites je n'aurai pas d'enfant parce que j'estime que ce n'est pas la meilleure chose à faire dans les situations où on est. Vous voyez bien que là, ça engage une réflexion qui est individuelle, une réflexion collective aussi. Ça serait une question décisive, de dire est-ce qu'une société peut décider. Alors, il y a des sociétés qui l'ont fait, mais qui n'étaient pas des sociétés démocratiques, mais est-ce qu'une société démocratique peut décider par la majorité des voix que le nombre d'enfants doit être limité? C'est une décision qui est extrêmement lourde de sens, qui a des implications qui sont des implications politiques, éthiques, mais aussi métaphysiques, parce qu'il y a quelque chose de paradoxal à dire protégeons le futur en faisant en sorte que certaines personnes n'aient pas la possibilité de profiter du futur. Ça pose, alors quand on est utilitariste comme moi, ça pose des vraies questions, mais ces débats-là qui sont toujours malaisants. Et je crois qu'il faut aussi pas rechigner à reconnaître que beaucoup des discussions philosophiques qu'on va avoir nécessairement vont être malaisantes parce qu'elles remettent en cause certains présupposés de la réflexion éthique et politique, comme le principe d'universalité. Très longtemps, dans ce que Hume appelait les circonstances de la justice, on pensait qu'une règle morale ou un principe politique, il devait s'appliquer à l'ensemble des êtres humains. Et que tout être humain avait droit à un certain nombre de droits et pouvait bénéficier de la protection de tous ses intérêts, ou de ses intérêts vitaux. Mais dans des situations de ressources limitées, la question de l'universalité des droits va se poser. C'est pas rassurant, parce que quand ces questions-là se posent, ce sont bien, comme le dit Nagel, des questions de vie ou de mort, c'est-à-dire qu'on va devoir décider dans ces situations-là, comme on décide dans des situations qu'on a connues jusqu'ici, des situations de rareté. Qu'est-ce qui se passe quand un traitement médical n'est pas accessible à tout le monde, quand il n'y a pas assez de ressources pour traiter un problème? On a été exposé, bien heureusement, on a évité, mais vous avez vu que lors du début de la crise de la Covid au Québec, la question du rationnement des soins et la question du choix à faire entre qui mérite d'avoir un ventilateur et qui ne mérite pas, c'est formulé dans ces questions-là. Et j'ai moi-même, quand je vous le dis, un frisson d'angoisse qui se pose. Qui décide de ça? Ces questions-là, dans un écosystème, dans un environnement profondément bouleversé où les ressources ne sont plus suffisantes pour subvenir aux besoins de tous, vont se poser. Et ce sont des questions qui sont dérangeantes et qui doivent nous mettre mal à l'aise. Moi, j'avais une question sur l'aspect responsable, parce que j'ai l'impression que le mot responsable, on peut le comprendre de 2 façons différentes. D'un côté, on peut avoir quelqu'un qui est moralement responsable, donc tu as fait du tort, tu dois réparer ce tort-là. Mais il y a aussi, par exemple, pour la crise écologique, les grandes industries ont le pouvoir d'arrêter ça. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont moralement responsables, mais parce qu'ils ont le pouvoir de l'arrêter. Et j'ai l'impression qu'on mélange les deux significations lorsqu'on en parle. Parce qu'on voudrait pointer les grandes entreprises, non pas, de mon point de vue, d'un point de vue très pragmatique, non pas parce que moralement elles devraient le faire, mais parce que pragmatiquement, s'ils sont la principale cause, on devrait essayer de couper à cette cause-là. Il y a, comme tu le suggères, au moins 2 types de questionnements différents. La question de la responsabilité morale et la question de ce qu'on pourrait appeler la puissance d'agir. Il y a tout un courant en philosophie qui pense que les entreprises, par exemple, ont une responsabilité morale parce qu'elles ont une
une personnalité, pas simplement juridique, mais morale. Donc on pourrait imputer moralement à ces entités un certain nombre de torts. C'est juridiquement difficile et c'est toujours pragmatiquement, en termes d'efficacité, on sait que ça ne marche pas vraiment, vraiment bien. On peut faire pression sur des entreprises, mais là, ce qui va rentrer en compte, c'est le deuxième aspect du problème que tu soulèves, c'est celui de, OK, ça serait dans leur intérêt, à ces entreprises, de changer leur mode de production pour, à moyen et à long terme, préserver elles-mêmes leur propre intérêt. C'est-à-dire que si ce sont des agents rationnels, elles devraient aller dans un sens qui protège et pérennise leurs intérêts. Là, ça pose la question de savoir exactement si les agents, collectifs ou individuels, voient toujours et saisissent toujours bien leur propre intérêt. On sait que l'économie nous a dit que non, qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous méprenons sur notre propre intérêt, et puis on n'a pas attendu l'économie pour le savoir, hein. C'est ce que disait déjà Ovide dans les Métamorphoses. Je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le mal. Et la question aussi, c'est de savoir si ces grandes entreprises ou des nations, alors on peut changer aussi le niveau d'analyse, hein, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, on peut changer le niveau d'analyse et se demander quel type d'imputation, quel type de mise en cause on doit avoir sur ces entités-là, nations, entreprises. Puis dans les entreprises, il y a des entreprises internationales qui sont des big players dans, on pourrait dire, le jeu climatique. Puis vous avez des petites PME ou des entreprises artisanales à qui on ne peut pas faire exactement le même genre de reproche, et sans parler de reproche, à qui on ne peut pas appliquer le même type de raisonnement. Donc là, il va falloir se demander, moi je suis utilitariste, libéral et pragmatique, donc ça fait beaucoup d'étiquettes mauvaises sur mon dos, hein, je suis une cible parfaite, qui consisterait à dire, et c'est pour ça que je vous disais et que je répondais tout à l'heure à ta question, Romane, en disant si on veut s'amuser au petit jeu des responsabilités, on peut le faire, mais sans préjuger du fait qu'il y a bien des entreprises qui sont responsables de délits et de crimes contre l'environnement. Hein, dans les systèmes juridiques actuels, on en a vu, et il y en aura peut-être de plus en plus. Est-ce que, en plus de ces dispositifs juridiques, en plus de compter, moi j'y compterais moyennement, sur l'intérêt bien compris de ces acteurs-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pragmatiques d'orienter leur action vers d'autres types de comportements? Et c'est là où le questionnement politique, proprement politique, et non plus simplement éthique ou moral, qui consisterait à dire le dirigeant de Shell ou de BP ou de Elf, mais Elf n'existe plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, il doit être moralement responsable de ça. En plus de ces imputations-là, il y a bien sûr des décisions politiques à prendre. Mais là encore, ces décisions politiques est-ce qu'elles doivent être prises au niveau mondial, par les institutions internationales comme l'ONU ou l'Organisation mondiale de la santé, au niveau régional, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas une absurdité absolue à avoir des lois environnementales extrêmement fortes au Canada et des lois environnementales extrêmement faibles aux États-Unis, hein? On vit dans la même aire géographique, et les régions limitrophes seraient l'illustration parfaite d'un différentiel qui serait absurde parce que nous tenons dans des relations qui sont extrêmement proches. Prenez la question du bois d'œuvre, hein, qui est une quaestio vexata entre les États-Unis et le Canada depuis très longtemps. C'est bien sûr une question économique, hein. L'industrie forestière, en particulier au Québec, elle compte sur ses exportations, mais en même temps, il faut que ces exploitations forestières soient durables, parce que nous avons besoin d'un couvert forestier qui ralentisse, en un certain sens, le réchauffement climatique, qui tienne les sols. Mais en même temps, aux États-Unis, vous avez une question, bien sûr, politique politicienne. Okay, on va monter les taxes parce que ça plaît à l'électeur américain. On veut aussi, et là, une question plus légitime, protéger l'industrie forestière américaine. Pourquoi ? Parce que c'est des industries qui sont locales, qui font en sorte que les gens qui travaillent habitent sur place. C'est très différent de l'exploitation minière aujourd'hui. Et donc, vous avez des questionnements politiques, mais qui sont régionaux. Il faut que le Canada et les États-Unis s'entendent au niveau économique
et au niveau environnemental pour gérer ce genre de problème. Puis vous avez des questions qui sont proprement locales, par exemple l'aménagement de zones vertes dans des zones urbaines, qui répondent à des questionnements qui sont économiques, politiques, urbains et parfois culturels aussi, au sens de comment on peut diversifier des activités dans un tissu urbain en donnant sa place à la fois à des considérations économiques, à la fois des considérations culturelles, à la fois des considérations humaines, à la fois des considérations éthiques. Et donc vous avez, et c'est pour ça que je reviens sur la scie de dire les choses, c'est complexe. Oui, c'est complexe parce que les problèmes se posent à différentes échelles, les questionnements se posent à différentes échelles et les solutions doivent aussi être menées de concert à différentes échelles. Ça fait beaucoup de travail à différents niveaux et c'est pour ça que c'est à la fois particulièrement fascinant, la situation dans laquelle on se retrouve, c'est aussi un énorme travail sur les bras de l'ensemble, on pourrait dire, du tissu social, chacun à sa place et chacun en collaboration les uns avec les autres. Okay. Ce qui explique aussi pourquoi c'est tellement difficile d'arriver à des accords, des consensus, des conventions et de s'entendre sur la nature des problèmes et la nature des solutions. Justement, en parlant de cette difficulté d'arriver à un consensus, alors qu'on est quand même dans un contexte de crise, même si c'est peut-être une crise à long terme, il y a la figure du dictateur romain à laquelle on peut penser. Donc, c'était un homme qui se voyait confier le pouvoir exclusif pendant, je pense, une durée de 10 ans, parce que, justement, la cité était en état de crise et qu'il fallait, justement, forcer le consensus, cesser les tergiversations. Est-ce que, devant une catastrophe, particulièrement une catastrophe au long terme, et peut-être particulièrement face à une catastrophe humaine où la confiance règne probablement moins, la démocratie devient moins intéressante? Vous avez parlé justement des difficultés de se poser certaines questions en démocratie. Et est-ce que c'est une autre chose qui doit nous inquiéter, si c'est le cas, alors qu'on s'en va dans une ère peut-être catastrophique? Ça, c'est un des aspects très intéressants du problème parce qu'il mélange beaucoup des considérations ou il recoupe beaucoup des considérations qu'on a eues précédemment. Une situation de catastrophe, c'est une situation d'urgence. Dans une situation d'urgence, il faut prendre des décisions et ce n'est plus le temps de délibérer, dit-on. Vous avez toute une science de l'urgence, de l'organisation et du management de ces situations d'urgence qui montre bien que la gestion d'une crise ou d'une catastrophe et la capacité à passer à travers, comme on dit, tient beaucoup à la préparation, mais aussi à la centralisation et à la capacité à avoir une action concertée. Pour beaucoup, action concertée, ça veut dire que quelqu'un prend une décision et qu'il va en un sens, par un œil synoptique, voir l'ensemble des problèmes, et tel un stratège, le modèle de la crise, c'est le modèle guerrier, c'est le modèle du général, c'est le modèle qu'on pourrait appeler napoléonien, c'est celui qui est capable de voir l'ensemble du champ de bataille et d'investir ces différentes ressources là où il faut, au moment où il faut, pour, en un sens, décider de la victoire. Ce modèle-là, il est certainement très efficace dans un certain type de situation et c'est ce qui fait en sorte que dans la représentation publique et puis aussi dans les attentes des gens, on compte sur l'homme ou la femme providentielle. Et pourquoi ? Pour des raisons qui sont des raisons psychologiques, on veut être rassuré et une bonne partie on pourrait dire du succès populaire, parce qu'il a été populaire de la gestion au Québec de la crise de la COVID, malgré toutes les imperfections. Il y a eu plus de 6000 morts, les CHSLD ont été ravagés. Ça a été la figure d'un Premier ministre qui, au final, ressemble à beaucoup de gens, qui avait une prise de parole qui était... Moi, je suis philosophe, je ne suis pas analyste de discours, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une répartition des rôles, la santé publique, les économistes et le Premier ministre qui représente un visage, qui incarne quelque chose à un moment et qui rassure les gens. Souvent, dans des situations comme ça, ce qu'on attend au minimum des décideurs ou des responsables politiques, c'est qu'ils n'en ajoutent pas à la panique. Okay. Sur ce registre-là, on a eu un gouvernement, alors c'est peut-être que de l'affichage, mais qui a fait ça. Maintenant, on pourrait se dire, ok, mais pragmatiquement, puisque M. Guillen, vous nous dites qu'il faut être pragmatique, est-ce qu'il ne faudrait pas donner à des hommes à poigne, à des gens qui prennent des décisions maintenant, qui savent saisir le kairos, qui savent saisir le moment opportun, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer des mesures d'état d'urgence, faire en sorte que les choses fonctionnent
Et est-ce que ça ne demande pas une gestion non démocratique, non délibérative de l'action publique? Moi, je vous dirais, OK, jouons à ce petit jeu-là et regardons dans les pays qui ont des pouvoirs exécutifs forts, comment ça s'est passé. Et sachant que ce sont des pays qui sont démocratiques, au sens où il y a plusieurs types de pouvoirs, mais dans lesquels le pouvoir exécutif est fort. Regardons la gestion de la crise, simplement pour son aspect sanitaire, aux États-Unis et au Brésil. On peut se plaindre, et on le fait en France, au Québec, en Italie, on s'est plaint de la mauvaise préparation des autorités sanitaires, puis de la réactivité des pouvoirs politiques, et ils sont à blâmer pour bien des aspects. C'est le jeu politique, personne n'en est exempt. Aux États-Unis et au Brésil, on a des leaders forts, on a des hommes providentiels qui ont montré toute l'étendue de leur capacité dans la gestion, qui sont des gestions proprement catastrophiques, au sens où elles gèrent catastrophiquement la catastrophe. On a aux États-Unis un taux d'infection qui est extrêmement élevé, on a des clusters qui sont extrêmement forts, la situation du Brésil est aussi très très préoccupante, et là on pourrait voir que dans des États où on pourrait dire, où on pourrait avoir le réflexe autoritaire, on voit bien que ça ne fonctionne pas vraiment. Moi, je ne suis pas politiste, je ne suis pas sociologue. Simplement, je me dis que la démocratie, alors tu prenais, Romain, tout à l'heure l'exemple de la dictature. Dans la République romaine, le dictateur, c'est celui qui va assurer le pouvoir pendant un certain temps et qui va le remettre une fois la situation rétablie. Le dictateur, ce n'est pas le tyran. La dictature, ou ce qu'on appelle l'état d'urgence, l'état d'exception, ce sont des mesures qui existent dans les systèmes juridiques et politiques des démocraties, qui sont extrêmement entourés. Okay, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un état d'urgence. L'état d'urgence, ce n'est pas la loi des mesures de guerre. Ça, c'est encore autre chose. Au Québec, il y a eu cette expérience-là. Il faut prendre en compte, quand on gère une crise comme celle-là, ou une catastrophe comme celle-là, que toutes les sociétés et tous les pays ne vont pas réagir de la même manière aux décisions politiques qu'on pourrait prendre. Dans des pays où vous avez une forte défiance par rapport à un pouvoir central, quand vous prenez des mesures qui sont drastiques, vous devez vous attendre à une opposition. Au Québec, on a quelque chose d'assez particulier. Les Québécois ont été très compliants, ont été très respectueux des mesures. Et ce qui fausse un peu, on pourrait dire, le paysage, c'est la surreprésentation médiatique des opposants aux mesures d'état d'urgence, au port du masque. Ça brouille un peu les choses parce que si vous regardez la façon dont les gens se comportent, ils se comportent en majorité en conformité avec les exigences de la santé publique. Et donc, quand on veut avoir une action publique, il faut prendre en compte d'abord l'opportunité d'avoir recours à des pouvoirs exceptionnels, ensuite la capacité d'une société à l'accepter et la façon dont on présente les choses. Souvent, les philosophes vont dire il faut se méfier de la rhétorique, il faut se méfier de la démagogie. Moi, je me souviens toujours qu'Aristote disait que la rhétorique, c'est l'art de vous faire accepter des choses qui sont vraies aussi, et de jouer sur les bonnes passions. Il y a des mauvaises passions, et puis il y a des bonnes passions. Et dans la communication politique, il y a des bonnes passions, des passions qui doivent être suscitées, on dirait, par le gouvernement, par les responsables politiques, qui doivent rassurer quand il est nécessaire de rassurer, mais aussi faire peur quand il est nécessaire de faire peur. Alors peut-être qu'on discutera sur cette question de la peur, après, de l'affect qui est associé au catastrophisme, mais ça aussi, les philosophes ont des choses intéressantes à dire là-dessus. Donc on voit que si il n'est pas nécessairement obligatoire de renoncer à la démocratie, puis que les dictatures ne seront pas une garantie que la catastrophe va être bien appréhendée, il va être quand même nécessaire de limiter des droits individuels. C'est assez inévitable, on le voit dans certaines mesures qui sont demandées actuellement pour la protection contre le COVID. Puis si on passe à des mesures qu'on pourrait implémenter pour limiter les changements climatiques, bien ça demande quand même de réorienter son quotidien puis de faire certains choix. Est-ce que vous auriez des exemples de stratégies politiques qui consistent à limiter des droits individuels pour le bien de la collectivité, qui pourraient être intéressants à discuter? Puis est-ce qu'il y aurait des réserves à émettre par rapport à ce type de stratégie politique? Alors,
Il y a des stratégies qui consistent, alors, qui sont des stratégies comme celles qu'on a vues, qui sont des stratégies de santé publique doublées par des décisions politiques qui consistent à interdire un certain nombre de comportements pour un temps limité, ou à imposer certains types de comportements, par exemple comme le port du masque ou la distanciation sociale. Ça, on pourrait dire que ce sont des mesures d'urgence et elles sont présentées comme des mesures d'urgence. Bien sûr, quand l'urgence dure, on peut devenir suspicieux. L'autre question qu'on doit poser, et je les pose en utilitariste, c'est le rapport entre coût et bénéfice de ces décisions-là. Le port du masque, c'est quoi le coût, on pourrait dire, ou l'atteinte aux libertés essentielles des individus quand on leur demande de porter des masques? Je crois qu'il y a eu une décision d'une cour de justice au Canada, en tout cas on a dit que c'était un avis qui disait que ce n'était pas contraire à la Charte des droits et libertés. Il me semble que c'est une décision de bon sens. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte, personne ne nie que c'est une atteinte à la liberté, mais qui est minime et qui a un bénéfice qui est supérieur au coût qu'elle engendre. Il y a d'autres types de décisions que vous pouvez prendre. Imaginons, et on peut le souhaiter, qu'il y ait un vaccination obligatoire ou pas. Ça, c'est des questions qu'on peut poser en termes de coûts et de bénéfices. Un vaccin, c'est sûr, c'est une intervention médicale. Et une intervention médicale, elle a toujours un risque. Mais si on cherche les grandes avancées médicales au 19e et au 20e siècle qui ont vraiment changé la donne en termes de santé publique, la vaccination, c'est une invention fantastique. Bien sûr, dans l'épidémiologie nous le dit, dans les gens qui se font vacciner, il y a des gens qui ont des réactions adverses. Mais quand on regarde le bénéfice populationnel, là encore je vous dis, il faut se poser la question au bon niveau, il serait proprement coupable de ne pas rendre la vaccination obligatoire pour un certain type de vaccin et de maladies dont on sait qu'ils protègent bien, qu'ils font échapper une partie de la population, en général les jeunes enfants, à des maladies mortelles et qu'elles ont, en un sens, amélioré l'existence des sociétés qui s'y sont soumises. Donc c'est une analyse en termes de coût-bénéfice, puis une analyse qui doit se poser aussi au plan de la société. Qu'est-ce que la société comme communauté politique veut? Puis il y a la question des droits individuels, c'est est-ce que des gens peuvent refuser de se soumettre à ces décisions-là? Les questions de santé publique, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, donc prenez ce que je dis avec un grain de sel. Je pense que ces questions de santé publique doivent être éclairées à la fois par des considérations qui sont proprement épistémiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait des effets, par exemple, des interventions, des vaccins, mais ça, on peut avoir des réponses, ou quand on n'en a pas, on peut adopter un scepticisme de bon teint, puis justifié, et la question, on pourrait dire, de l'impact individuel pour les gens. Par exemple, dans la question de la vaccination, on sait qu'il y a un niveau, il y a un niveau d'immunité qui est atteint dans la population, en fonction de la maladie du vaccin, il y a des gens qui peuvent passer outre la vaccination, qui peuvent être des freeriders de la vaccination et qui vont bénéficier de l'immunité collective. Ça existe. Pour des maladies pas trop graves, vous pourriez vous dire, OK, on pourrait ne pas rendre la vaccination obligatoire parce qu'on sait, par exemple, que beaucoup de gens se vaccinent quand même spontanément et puis que le pourcentage de gens qui refusent, pour des raisons qui les regardent, ils ne mettent pas en danger les autres. Par contre, quand, dans des situations où vous vous rendez compte que la revendication d'un droit individuel fait peser un coût qu'on pourrait dire inacceptable et considérable pour la population dans son entier, vous pouvez légitimement vous poser la question de l'obligation. Bien sûr, vous pouvez poser la question de l'obligation, ça veut dire qu'on en délibère. Ça veut dire qu'on en délibère de façon informée, en posant des questions aux épidémiologistes, en posant des questions aux spécialistes de santé publique, en posant des questions, par exemple, aussi aux associations de patients. Vous savez que la question du confinement, aujourd'hui, des gens qui disent qu'il faut déconfiner disent, en déconfinant et en ne portant plus le masque, il va y avoir une immunité collective, puis voilà. Le problème, c'est que ce raisonnement-là, il ne tient pas compte de la partie de la population qui n'est pas si restreinte que ça, qui ne peut pas se permettre de vivre dans l'éventualité d'être contaminé. À cela, on leur dira, restez chez vous. Oui, mais là, vous pourriez vous dire, OK, balançons le coût, par exemple, du port du masque ou de la distanciation sociale, avec le coût que ça demande à des gens d'être confinés pour 6-8 mois parce qu'on leur dit, vous êtes un cancéreux en rémission,
vous êtes traité par des immunosuppresseurs. Le coût pour ces gens-là. Et ça, alors on peut le documenter, on peut en discuter. Il faut bien comprendre que dans la population majoritaire, il y a des sous-populations, il y a des minorités, mais ces minorités, elles représentent un nombre important de gens. Les personnes âgées, est-ce qu'on va les confiner au Québec parce que certaines personnes ne veulent pas faire du confinement ou porter des masques? Est-ce qu'on va les confiner pendant 6 ou 9 mois? Et la question se pose pour plein de populations. Bien sûr, dans l'énervement actuel des discussions, parce qu'on est dans une situation qui est préoccupante et qu'elle a un coût pour les gens, ces discussions-là sont difficiles à avoir. Le rôle des intellectuels, le rôle des universitaires, le rôle des syndicalistes, le rôle des différents acteurs de la société civile, c'est d'avoir des discussions et d'avoir des discussions qui sont ouvertes, qui sont informées, pas simplement qui sont respectueuses, ça c'est le degré zéro de la discussion, mais qui aussi reposent sur le fait de savoir avouer son ignorance aussi. Dans ces situations-là, ce qui est très effrayant, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On vient juste d'avoir, je crois, le premier article traitant d'un cas de réinfection par la Covid. Ben ça, c'est pas typique et on pourrait dire, ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, il va falloir attendre un petit peu. Tout à l'heure, pour commencer, on parlait de la temporalité de la catastrophe. La catastrophe, on s'imagine toujours que c'est un avant, un après, et puis que la catastrophe, c'est un point dans le temps où la rupture s'opère. Dans les catastrophes lentes ou dans les catastrophes, dans les crises sanitaires, comme on est en train de les vivre, ce qui est un peu oppressant et ce qui est difficile, c'est de vivre dans le présent de la catastrophe. C'est l'épaisseur du moment dans lequel on vit qui est difficile parce qu'il faut vivre avec ça et changer des routines et commencer à raisonner, à échanger, à discuter ensemble dans ce climat-là, dans un climat qui est un climat d'incertitude, qui est un climat de souffrance, qui est un climat d'exigence forte sur certaines portions de la population. Toute la population n'est pas exposée de la même manière à toutes les conséquences de la crise qu'on vit. Pour certaines, le désastre est économique parce que leur activité professionnelle a été amputée. Pour d'autres, c'est psychologique parce qu'elles n'ont plus accès à l'ensemble des ressources dont elles ont besoin pour vivre une vie équilibrée. Pour d'autres, on pourrait dire que ça peut être amoureux, c'est difficile, ou affectif, c'est difficile de vivre loin des siens. Et donc, on est dans le gros de la catastrophe, une catastrophe qui dure, et il va falloir aménager un certain espace de discussion dans lequel il va falloir qu'on fasse la part de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, et qu'on se pose des questions en termes de choix difficiles. On ne vit pas encore dans un monde en ruine, comme le dit Tim Mulligan, qui a écrit un livre très bien qui s'appelle « Éthique pour un monde en ruine », où il dit dans le monde qui vient, il va falloir changer la façon dont nous discutons. Peut-être que là, on a l'occasion, et ce n'est pas une occasion dont il faut se féliciter, elle nous est imposée, okay. On a une occasion de changer le régime de discussion qu'on a. Je trouve ça intéressant parce que le régime de discussion dont vous parlez s'annonce pour être, si j'ai bien compris ce que vous recommandez, relativement posé, où c'est peut-être important justement de ne pas embarquer dans une trop grande émotivité collective, puis de discuter, comme vous le dites, non seulement dans le respect, mais peut-être aussi dans l'acceptation de l'incertitude. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi chercher une attitude très différente, un peu à la Greta Thunberg, qui disait « I want you to panic ». Je comprends tout à fait vos arguments pour la nécessité de la posture d'un ou une intellectuelle qui est capable de faire la part des choses, on pourrait dire, entre ce qu'il ou elle sait, ne sait pas, peut dire, ne peut pas dire, est capable de bien délibérer. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire d'avoir d'autres figures qui nous incitent de façon un peu plus émotive, peut-être, en jouant, comme vous en parliez tout à l'heure, sur nos sentiments de peur. Greta Thunberg, c'est pour le changement climatique. En ce moment, puisqu'on déconfine un peu, on relâche, du moins dans certaines villes, les mesures sur le coronavirus. Les gens semblent oublier parfois qu'il y a une épidémie, puis d'autres personnes semblent dire qu'il faudrait avoir un peu plus de peur face à la maladie. Si vous voulez parler peut-être de cette autre figure, de la panique. Alors, tu as tout à fait raison parce que pour discuter et échanger à propos d'un problème, il faut s'accorder sur le fait que le problème est réel. Ce qui est très intéressant quand on regarde les discours catastrophistes, et je ne prends pas ce terme en mauvaise part, on voit que les philosophes qui se sont intéressés dans la seconde moitié du XXe siècle pour traiter du problème de l'apocalypse nucléaire et du danger que faisait naître la diffusion puis l'utilisation potentielle d'armes nucléaires, et
plus tard la crise écologique, ces philosophes-là, et je pense en particulier à Gunther Anders et puis Hans Jonas, ces philosophes-là, ils ont bien pris conscience du fait que pour une grande partie de la population, il n'y a pas de problème parce que le problème n'existe pas et qu'il faut faire prendre conscience du problème. Et pour prendre conscience du problème, ils ont essayé de jouer sur un ressort affectif ou émotionnel sur lequel les philosophes sont en général très réticents à jouer, c'est celui de la peur. Tu disais tout à l'heure, Greta Thunberg, I want you to panic, je veux que vous paniquiez. Je veux que vous paniquiez pas pour vous saisir de terreur et faire en sorte que vous soyez complètement incapable de réagir, mais pour que vous compreniez la gravité de la situation. Gunther Anders, donc, qui est un philosophe allemand qui a peut-être un des premiers thématisé à la fois l'urgence écologique et puis la menace nucléaire, a beaucoup insisté sur le fait que la raison était en un sens impuissante à elle seule à prendre conscience ou à prendre acte de la gravité du problème et qu'il fallait utiliser la peur comme un outil de prise de conscience. Okay, c'est ce que vous retrouvez aussi chez Hans Jonas dans le principe responsabilité avec l'idée d'une heuristique de la peur. C'est une peur qui d'abord vous indique qu'il y a un problème. La peur, c'est pas l'angoisse. La peur, c'est la réaction face à un objet bien déterminé. Et cette peur-là, c'est une peur qui a une vocation d'éveil, on pourrait dire, mais aussi une vocation d'incitation à l'action, d'exhortation. Il faut faire quelque chose. Ce ne sont pas des discours de prophètes de mauvais augure, ce sont des discours qui pensent que nous sommes en partie incapables de prendre en charge ces problèmes-là parce que nous sommes victimes de ce que Anders appelle le décalage prométhéen. C'est-à-dire que Anders, c'est une partie de son œuvre, c'est une philosophie de la technique fascinante, où il nous dit, le décalage prométhéen, c'est le décalage entre notre capacité d'agir et notre capacité d'imaginer les conséquences de notre action. Et la peur est là pour nous faire comprendre que ce n'est pas parce que notre raison est incapable de comprendre, en un sens, l'étendue des conséquences de notre agir technologique ou de la situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes, que nous devons rester, on pourrait dire, quoi, et laisser les choses se passer, mais que justement parce que nous allons mobiliser un certain nombre d'affects, nous allons être capables de prendre en charge ce problème-là. Dans cette prise en charge, il y a bien sûr un moment, tout à l'heure on le disait, de discussion, d'argumentation, mais il y a aussi un moment où il faut raisonnablement, et c'est paradoxal de dire ça, avoir peur. Toute peur n'est pas paralysante, la peur n'est pas toujours mauvaise conseillère. Elle est mauvaise conseillère, et là je fais un peu de la psychologie pop de bas étage, elle est mauvaise conseillère si vous restez paralysé par la peur. Mais la peur n'est pas la terreur, et Hans Jonas et Gunther Anders, et c'est assez étonnant, je ne sais pas si Greta Thunberg ou les gens qui travaillent avec Greta Thunberg ont lu Anders, mais Anders dit à un moment, je veux que vous paniquiez. Il dit, je suis là pour semer la terreur, parce que je veux que vous preniez conscience du danger qui est à nos portes. Alors bien sûr, là, on doit être très mal à l'aise quand on est philosophe, et moi je suis très mal à l'aise parce que je me dis, mais moi je ne veux pas être un prophète. Je sais que je ne dois pas l'être, et je sais qu'il n'y a rien de pire pour un philosophe que de faire des prédictions qui sont démenties par les faits, parce que ça ruine, en un sens, on pourrait dire, la valeur de sa théorisation. Mais Anders a une réflexion qui me semble à la fois très amusante et très vraie. Il consiste à dire, mais moi, en un sens, je veux bien être démenti par les faits, parce que si je suis démenti par les faits, si la catastrophe n'a pas lieu, c'est peut-être parce que nous aurons fait prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose à faire et que l'action étant enclenchée, on m'aura démenti. La prophétie de malheur, vous dit Anders, c'est performatif. Je vous annonce que le pire va arriver justement pour qu'il n'arrive pas. Donc, en un sens, un prophète de malheur bien intentionné, c'est celui qui doit se réjouir d'avoir été infirmé par les faits. Mais j'ai l'impression aussi, vous avez abordé un point là, essentiel, c'est lorsqu'on veut faire naître la peur chez quelqu'un, si on lui donne l'information, il n'a pas peur, on va prendre l'information puis on va la rendre plus, les effets néfastes plus importants et on va les gonfler. Et une fois qu'après, par exemple, dans 10 ans, ça devrait être atteint et dans 50 ans, là, ça va être terminé et dans 10 ans, finalement, tout va bien, on se retrouve avec une population qui risque de faire, tout était faux et donc il n'y a pas de danger. Donc, j'ai l'impression que c'est un aspect vraiment essentiel de cette réflexion-là sur la question de l'utilisation de la peur. Là.
pour les prophètes de malheur bien intentionnés, c'est-à-dire pour ceux qui se préoccupent réellement et qui pensent que le réchauffement climatique, que le changement climatique est une réalité. D'abord, je dirais que depuis les années 50, depuis le début où ces discours-là sont devenus prégnants dans la sphère publique, là, les gens, et le Québec, par exemple, il y a des choses qui se passent en termes de changement climatique au Québec qui font que c'est pas simplement de la prophétie de malheur. On n'est pas des oiseaux de mauvais augure dans le futur, c'est que les choses sont là maintenant. Donc il y a un aspect empirique et factuel qui est très fort, qui est réel. C'est-à-dire, si on veut regarder les choses en face, il y a des choses qui se passent qui sont préoccupantes. Il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de prévisions qui ont été faites dans les années 50, dans les années 70, dans les années 90, qui s'avèrent. On a la Covid. La Covid, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. On a prévu, il y avait plusieurs spécialistes, des épidémiologistes, des économistes qui avaient prévu qu'une crise de ce genre-là, avec ce type de vecteur, éclaterait à un moment. Bien sûr, on est toujours en termes de tendance. On ne donne jamais une prédiction au jour et à l'heure pour ces choses-là. Mais jusqu'ici, le track record de ces prédictions-là, par exemple pour des questions sanitaires, il est assez bon. Maintenant, la question, c'est de savoir à quoi il faut exposer les gens pour que cette peur soit productive. Il ne faut donc pas être déjugé par les faits, c'est-à-dire pas, tu disais tout à l'heure, insister, exagérer les choses. Et c'est sûr que ça, c'est important. Alors, ça relève à la fois d'une pure honnêteté intellectuelle et puis de considération de communication. Ce sur quoi on doit jouer, sur quel ressort émotif on doit jouer si on pense que cette prise de conscience est importante pour que les choses changent. Alors ça, c'est une question, ce sont des questions à la fois éthiques et des questions empiriques. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais on en revient encore à cette question de la temporalité de la catastrophe. Sur quel point il faut insister pour que les gens, si tant est qu'on accepte que c'est une réalité, qu'il y a un changement climatique, pour que les gens embarquent, on pourrait dire, dans un changement ou considèrent le fait qu'il faut avoir une discussion sur nos modes de vie, sur nos modes de transport. Sur quoi il faut insister ? Est-ce qu'il faut insister sur le fait que l'Amazonie est en train de brûler ? Alors certainement, oui, c'est une réalité, mais est-ce que pragmatiquement, ça touche les gens là ? C'est loin, ils ne voient pas immédiatement les répercussions que ça a sur eux, mais tout ça, c'est, on pourrait dire, une question de choisir les bons exemples, de choisir des exemples véridiques, il ne faut pas effrayer les gens pour rien, et des exemples qui ont à l'échelle propre des individus que vous cherchez, ça va être différent si tu veux convaincre une entreprise internationale et une PME et par exemple des jeunes actifs, comme on dit, ou une famille à 5 personnes qui a 2 voitures. Il faut bien choisir sa cible et bien choisir ses exemples. Il y a eu au début de l'été, en juin, des grands feux dans le nord. Puis la population qui vit là, ce n'est pas des régions très peuplées, mais vous avez des propriétaires, vous avez des gens qui ont des chalets, puis vous avez des pourvoiries là. Puis ces incendies-là, ce n'est pas des incendies criminels, c'est, d'après ce que j'en sais, pas beaucoup des incendies de négligence, mais c'est des incendies qui sont dus au réchauffement climatique. Puis il y a toujours des incendies dans ces forêts-là, parce qu'il y a des incendies dans les forêts qui ne sont pas nécessairement dus à l'exploitation humaine. Par contre, vous pourriez vous dire, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les populations qui vivent là prennent un rôle plus actif, pas uniquement appeler la SOPFEU pour faire en sorte que quelqu'un vienne, mais aussi se faire en sorte, et je parle dans mon chapeau parce que je n'en sais rien, mais que par exemple, les gens qui ont des camps de chasse ou qui gèrent des pourvoiries ou qui sont propriétaires de chalets soient des acteurs importants, par exemple, dans la gestion de la forêt. Est-ce que ça va leur parler plus que dire que l'Amazonie brûle ? Là, vous allez me dire, oui, ça va leur parler certainement, mais est-ce que c'est suffisant ? C'est suffisant à partir du moment où, à l'échelle sociale, il y a plusieurs types d'initiatives et une multiplicité d'initiatives qui sont prises. Bien sûr, ça repose la question de la complexité et la question de la nécessité d'agir à différents types de niveaux et dans différents types de perspectives. Ce que je trouve intéressant sur l'importance de la peur, puis de bien choisir la peur qu'on suscite chez les gens, c'est que finalement, la figure peut-être de l'intellectuel qui fait bien paniquer et pas tellement à l'opposé de la figure de l'intellectuel
qui discutent et qui délibèrent de façon peut-être posée. Il n'y a pas nécessairement une si grande opposition que ça entre la peur et l'intellect dans le contexte de catastrophe. Et je trouve ça intéressant parce que je me souviens des débats qu'il y avait eu autour de la figure de Greta Thunberg, justement, au mois de septembre, il me semble. Il y avait beaucoup de gens qui la critiquaient puis qui disaient non, on va pas croire une gamine de 15 ans qui nous fait paniquer, il faut qu'on croie les scientifiques qui, eux, sont posés, calmes et raisonnés, mais finalement, c'est peut-être pas des figures qui s'opposent. Mais peut-être plus que la figure de Greta Thunberg, ce à quoi il faudrait s'intéresser, c'est ce qu'elle dit. Elle peut dire des choses vraies, elle peut dire des choses fausses. Peu importe le messager, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu du message. Vous savez, vous avez cette anecdote de Kierkegaard dans les Miettes philosophiques qui raconte l'histoire d'un fou qui s'échappe de l'asile et qui, pour être sûr de ne pas être repris, dit « Je ne vais prononcer que des vérités ». Et donc, il met une boule de billard dans sa tunique et à chaque fois que la boule de billard lui touche la fesse, il dit « La terre est ronde, la terre est ronde, la terre est ronde ». Le message est vrai, mais l'énonciation du message fait en sorte que vous saisissez bien qu'il y a un problème. A contrario, on pourrait dire que le mode d'expression de Greta Thunberg ou des militants écologistes, moi je n'ai pas à le juger, ils ont leur stratégie, et on peut toujours dire que le messager brouille le message, et ça arrive, des fois il faut faire attention à la manière dont on parle, et à ce qu'on dit, et à la manière dont on le dit, mais il faut s'intéresser au message, et pour ça aussi que... il est très important dans un climat de défiance de la science. Alors, il faut se méfier, ce n'est pas la science. Il y a différents types de disciplines scientifiques qui ont différents types d'enquêtes, différents types d'objectifs et différents types de fiabilité. Il faut faire attention, ou il faut privilégier des discours vrais. Ça semble aberrant de dire ça. On veut dire, mais depuis quand on voudrait privilégier des discours faux? Mais il faut privilégier des discours informés, empiriquement fondés, des discours aussi qui sont capables de reconnaître leurs limites de validité. Et par exemple, dans la gestion de la Covid au Québec, vous avez eu toute cette question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement ne rendait pas public les modèles qu'il avait. Il avait différents modèles. Et je pense que c'est à la fois une décision politique et une décision scientifique de dire parce que nos modèles, ce sont des conjectures et que comme ils sont excessivement sensibles aux paramètres de base que vous avez utilisés pour les paramétrer, en fait, il y a des scénarios qui sont proprement catastrophiques, d'autres qui sont très conservateurs. Nous, on sait comment les prendre, vous dira le scientifique, c'est-à-dire que je le regarde toujours avec un grain de sel. Je sais que en fonction des paramètres de départ que je vais considérer, si j'ai toute l'information pour paramétrer mon modèle, des fois, je n'ai pas toute l'information pour le paramétrer, je sais que je vais opter pour tel ou tel modèle. Si vous donnez ça, et ça vous concerne autant vous que moi et la plupart de nos éditeurs, si vous exposez les gens à des informations très diverses, avec des scénarios tout à fait divergents, vous allez avoir une confusion totale. Donc il faut faire attention. Et là, ce n'est pas de la censure, là, c'est simplement de la bonne communication scientifique. Mais la bonne communication scientifique, et c'est peut-être paradoxal, ça commence aussi par dire « nous ne savons pas ». Ou dans l'expérience qu'on a, nous ne sommes pas capables de vous dire exactement quelle est la meilleure solution à prendre. Et justement, en fait, ces décisions-là, ce n'est pas simplement des décisions d'experts, c'est des décisions politiques. Et tantôt, quand vous disiez qu'il fallait prendre les faits, compter les coûts, les bénéfices, et quand on entend sur la place publique, ou on le voit sur Facebook, on le voit sur différents médias, où il y a des gens qui disent que, par exemple, que ça n'existe pas vraiment la pandémie, etc. Et les stratégies qui sont utilisées, c'est des stratégies qui vont dire vos limites épistémiques ne sont pas les bonnes. Par exemple, les gens qui sont morts n'avaient pas nécessairement la COVID, mais on suppose qu'il y avait la COVID et donc on les compte comme des morts. Donc, il y a des considérations épistémiques qui viennent flouer les cartes pour savoir quels sont les faits. Ensuite, on peut diminuer les coûts. Donc, les gens disent, par exemple, que c'est pas pire qu'une grippe. Puis alors qu'il y a certaines personnes qui le vivent que c'est pas pire qu'une grippe. Et là, ça devient vraiment difficile d'avoir une discussion sur la place publique et politique parce qu'il y a des électeurs les électeurs, d'une certaine façon, peuvent prendre des décisions en disant on votera pas pour vous aux prochaines élections. Ou les coûts, c'est pas clair, les bénéfices, c'est pas clair, et il y a des limitations épistémiques qui fait que peut-être les deux positions peuvent se valoir au final. Et donc, comment on prend une bonne décision coût-bénéfice quand on n'a pas nécessairement l'assurance que les faits sont vrais et on n'a pas tous les faits, et les faits sont facilement interprétables. Je vais revenir un peu sur la façon dont tu poses la question, parce que
D'abord, alors on a insisté sur l'humilité épistémique qu'on devait adopter, mais il y a un certain nombre de choses qu'on sait. Il y a un certain nombre de faits. D'abord, par exemple, quand on dit c'est pas plus grave qu'une grippe, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que dit comme ça, cette affirmation n'a pas grand sens. Ce n'est pas plus grave qu'une grippe pour quelqu'un qui est asymptomatique et qui n'est pas donc contaminé, mais asymptomatique. Ben oui, c'est pas plus grave qu'une grippe, comme il y a des gens qui passent au travers de la grippe. Mais si je pose la question de savoir, ok, c'est pas plus grave qu'une grippe, mais la grippe, on a un vaccin. La Covid, on n'a pas de vaccin. Donc, il y a des morts malgré le vaccin pour la grippe. Il y a des morts de la grippe, mais on n'est pas exactement dans la même situation. Donc, ça n'a pas de sens de dire c'est pas pire qu'une grippe. Ben, si, c'est pire qu'une grippe parce que dans la grippe, si je veux pas avoir la grippe, j'augmente la probabilité de ne pas l'avoir si j'ai le vaccin. Moi, personnellement, je suis immunosupprimé. Je prends mon vaccin de la grippe chaque année et ça améliore fortement mon espérance de vie. C'est pas pire qu'une grippe. Ah, mais à quel niveau posons-nous la question? Il y a des études qui ont été faites, qui commencent à être faites sur l'idée de dire qu'il ne faut pas simplement prendre en compte dans la Covid la mortalité, c'est-à-dire le nombre de gens qui meurent. Okay, il y a une surmortalité qui est due à la Covid, et c'est déjà assez préoccupant, mais des séquelles pour les gens qui ont eu la Covid et qui s'en sortent. Séquelles neurologiques, séquelles cardiaques, séquelles pulmonaires, et ces gens-là. Et là, on est en train de commencer à voir. Et ça semble assez sérieux. Bien sûr, il faut des études à long terme. Et là, c'est pire qu'une grippe parce que une grippe, si tu t'en remets, ce qu'on appelle une grippe d'homme, dans un machisme éhonté, si on s'en remet, normalement, même une grippe grave, elle ne tourne pas nécessairement en pneumonie. Là, il semblerait, mais là, on parle au moment où on est en train de se poser cette question-là, c'est pas pire qu'une grippe. On va voir si c'est pas pire qu'une grippe en termes de conséquences épidémiologiques. Et là, vous voyez bien que la question qui se pose au niveau populationnel, c'est pas la même que celle qui se pose pour quelqu'un qui est en bonne santé, un jeune, ou quelqu'un de moins jeune, mais qui n'a pas de symptômes et puis qui passe au travers de la Covid tranquillement. En fonction de la cible de la question, la réponse va être différente. Et l'autre question pourrait être une question, par exemple, est-ce que c'est pas pire qu'une grippe? Ben, là, techniquement, on a vu que c'était pire qu'une grippe parce que le système hospitalier s'est préparé pour avoir un afflux massif de gens. Il le fait aussi en période de grippe, mais il a une plus grande expérience de ce qu'il faut faire. Bon, on sait que les urgences au Québec, elles sont en règle générale impactées très fortement par la grippe, mais les précautions à prendre en termes de propagation de la grippe ne sont pas les mêmes que celles qu'on prend pour la Covid, parce que la Covid, on ne savait pas, donc on s'est prémuni, on sait que c'est hautement contagieux dans certaines situations. Et donc là, ce n'est pas plus grave qu'une grippe. Si dans l'organisation hospitalière, et j'entends bien, par exemple, pour moi, c'est un fait que la Covid, ça existe, ok, c'est une réalité biologique, c'est une réalité épidémiologique. Ça, il y a matière à discussion, mais dans les règles de la discussion, on est philosophe, on sait qu'il y a un certain nombre de présupposés dialogiques qu'on accepte implicitement quand on rentre dans une discussion avec quelqu'un, okay, que c'est un être rationnel qui répond aux arguments, qui peut être biaisé, mais qu'on peut le faire changer d'avis dans une discussion rationnelle. Il y a des conditions minimales de l'échange rationnel. Et il n'y a pas simplement que des conditions transcendantales. On parle de problèmes qui sont des problèmes factuels. Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. C'est par exemple d'accepter ou de reconnaître ou de tenir pour acquis qu'il y a une maladie, qu'elle est de nature épidémique et qu'elle pose un problème. Après, ce qu'on peut discuter, c'est de la façon dont on peut y répondre, de la fiabilité des réponses qui sont apportées. Mais souvent, on pose la question dans le format, il ne faut pas discuter, par exemple, avec les gens qui sont complotistes. Non. Il faut accepter de discuter avec tout le monde à partir du moment où ils acceptent un certain nombre de réquisites. C'est comme quand quelqu'un vient manger chez moi, il vient habillé d'une certaine manière avec une certaine attitude. Ça fait partie, on pourrait dire, de la définition du jeu de venir manger chez moi. La discussion, c'est pareil, et ce n'est pas simplement des conditions formelles, c'est aussi des conditions empiriques.
Un certain nombre de mes collègues ne seraient pas d'accord avec moi parce que, bien sûr, l'idée de dire qu'il faut accepter un certain nombre de déterminations empiriques ou factuelles à la discussion va créer un certain nombre de demandes ou d'exigences qui sont extrêmement fortes en termes de connaissances. Je suis non seulement utilitariste, libéral et pragmatiste, mais je suis aussi empiriste. Donc, pour moi, une discussion, on pourrait dire, rationnelle, c'est aussi une discussion qui a certains présupposés empiriques. J'ai l'impression que vous donnez vraiment un bon cadre pour avant de commencer une discussion, parce que souvent la discussion commence avant d'avoir posé le cadre entre deux personnes qui ont des opinions différentes sur une même question, et de poser le cadre et de vérifier si on est d'accord sur les mêmes paramètres de base avant d'entamer la discussion, sinon elle sera futile. Donc je pense que c'est une chose importante à retenir, ce que vous avez dit sur le cadre formel. Je le pense aussi. Donc, si on fait un retour à la notion de catastrophe pour finir et qu'on prend, on pourrait dire, la catastrophe qui n'a cessé d'être imaginée, on pourrait dire, depuis le début de l'humanité, là, sans vouloir faire un sujet amené un peu trop boiteux, puis qu'on pense à la notion de fin du monde. Donc, on essaie d'y penser. Il y a des films qui sont faits sur la fin du monde, dans les jeux vidéo. C'est encore quelque chose qu'on sent peut-être ces derniers temps très près de nous. On pourrait se poser comme question de la fin, est-ce que la fin du monde que l'on connaît, c'est pas la fin d'un monde? Est-ce qu'on doit systématiquement parler de la fin du monde? Est-ce que c'est pas un peu une sorte d'hubris que l'être humain se dise, quand moi je ne serai plus là, ça va être la fin du monde en entier? Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre fin du monde et fin d'un monde? Ça pourrait être notre question pour terminer. Bon, c'est une bonne distinction qui a été un peu usée, même jusqu'à la corde, mais si on parle de la fin du monde, et à moins que vous soyez des idéalistes patentés, même si l'humanité disparaissait, il y aurait un monde derrière nous. Il y aurait un jour d'après, mais peut-être sans nous. Si on parle de l'avenir de l'humanité, même dans les scénarios les plus pessimistes liés au changement climatique, l'humanité va survivre au sens où il y aura toujours des hommes, peut-être pas les mêmes et certainement pas dans les mêmes situations, mais l'idée d'une oblitération totale, c'est peut-être une idée de philosophe, mais même les philosophes doutent un peu de cette idée de fin du monde, au-delà de laquelle il n'y aurait rien. Il y a un petit opuscule de Kant très rigolo où il explique que l'idée de fin du monde ou de dernier jour ou de jour du jugement, ça présuppose qu'un jour c'est toujours suivi d'un autre jour. Donc c'est une impossibilité théorique. Même après le jugement dernier, il y a quelque chose après le jugement. Par contre, pour parler plus sérieusement, il peut y avoir des fins d'un monde, au sens où, et peut-être que nous sommes en train de le vivre, mais pour comprendre ce que c'est que la fin d'un monde, on peut le regarder dans ce qu'on appelle les catastrophes culturelles. Il y a un livre qui a été écrit, je pense, fin des années 90, début des années 2000, qui s'appelle Radical Hope par Jonathan Lear, où il prend l'exemple de ce qu'on pourrait appeler la fin d'un monde culturel. C'est la fin de la société Crow, des Crows aux États-Unis et je pense un peu au Canada. Il se base sur le témoignage d'un chef de cette tribu qui s'appelle Plenty Coups, qui avait raconté à un de ses interlocuteurs qu'à partir d'un certain moment dans l'histoire de cette tribu, plus rien ne se passait. C'est-à-dire qu'il y avait une fin de l'histoire, une fin de leur histoire. Et cette fin de leur histoire, c'était bien sûr, alors, pas leur disparition physique, il restait des Indiens Crows sur une réserve, pas une disparition, on pourrait dire, de certains de leurs rites, de certaines de leurs habitudes de vie, mais une disparition d'un mode d'existence. C'est-à-dire que c'est une société qui est basée sur des valeurs martiales, dans lequel la valeur des jeunes garçons ou des jeunes hommes se vit dans la guerre. C'est des semi-nomades. Le monde dans lequel la modernité les a précipités, en un sens, a mis un terme à ce que c'était que d'être un membre de cette tribu-là. C'est plus la même chose de faire un rite quelconque devant des spectateurs dans le cadre de la réserve et de le faire en vrai, je pourrais dire, à la veille d'une bataille pour appeler sur soi, on pourrait dire, la bienveillance des divinités. Ça n'a pas le même sens que de le faire. Et peut-être que la fin d'un monde, c'est la disparition des significations qui donnaient un sens au mode d'existence qu'on vivait. On peut considérer qu'il y a
que, par exemple, pour un aristocrate français, 1704, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, c'est la fin d'un monde. Et donc, en un sens, des fins d'un monde, alors sans pousser trop loin l'analogie en disant qu'à chaque fois qu'on change de voiture, c'est la fin d'un monde, ou que quand on change de coupe de cheveux, c'est la disparition de l'existence, on peut considérer que les sociétés humaines vivent des fins, c'est-à-dire qu'elles disparaissent, et qu'à l'intérieur même de sociétés, il y a des âges ou des périodes qui marquent un changement et la fin d'un monde, c'est-à-dire d'un réseau de signification. C'est vécu sur le mode de la rupture, de la désespérance, de la souffrance bien souvent, mais c'est aussi l'aube de quelque chose de nouveau. Dans le discours catastrophiste, et ça j'insiste bien, il y a, et ça c'est la faute de certains philosophes, et des fois, je pense que Nietzsche disait qu'il toute bonne attaque est une attaque ad hominem, mais je ne vais pas en faire. Mais Gunther Anders insiste bien sur ça. Il dit qu'une des limites du discours catastrophiste, ou du discours, on pourrait dire, de la fin des mondes, consiste à voir et à promouvoir et à faire ressortir le côté salvateur de ces épisodes-là. Vous avez discuté avec ma collègue, je pense, Aude Bandini précédemment, d'humilité épistémique. Vous me direz si vous avez aussi discuté du dolorisme. Et donc cette idée que la maladie rend meilleur, qui est une des plus grosses crétineries propagées par des éthiciens de mauvaise qualité. C'est une plus grosses galéjades qui a été promue par une certaine fraction philosophique. Bien, il y a la même chose dans le discours catastrophiste. Et Gunther Anders dit, il y a quelque chose il s'en prend à ceux qu'il appelle les solennisateurs de la catastrophe. Alors ceux soit qui disent, c'est bien fait et nous payons comme ça le prix de nos erreurs. Je pense qu'il a en vue en un sens Heidegger, même si c'est un élève de Heidegger, je pense que la philosophie de la technique de Heidegger a des dimensions, alors les Heideggeriens vont me sauter dessus, mais proprement nihilistes, et donc Gunther Anders récuse. Et les autres personnages que Gunther Anders a vus dans sa mire, c'est ceux qui disent, mais regardez, c'est l'occasion de pouvoir dépasser nos limitations et nous devons trouver dans cette épreuve quelque chose comme notre salut. Et il a cette phrase géniale où il dit « Il faudrait proscrire l'utilisation du vers du poème de Hölderlin Patmos, là où gît ce qui est, je ne me souviens plus de la formule exacte, là où gît le plus grand péril, là aussi, voilà. » Et Anders vous dit, grosso modo, il faudrait interdire d'utiliser, et vous savez que c'est quelque chose, tous nous avons été jeunes et tous nous avons été un peu romantiques, et c'est cette idée que nous serons d'autant plus grands que nous aurons passé les plus grandes épreuves. Eh bien, il y a je suis désolé de l'apprendre à vos auditeurs, il y a des épreuves dont nous ressortons amoindris, amochés. Il y a des épreuves qui nous rendent mauvaises. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à digérer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir ces épreuves-là. Et c'est pour ça aussi que, et c'est peut-être quand on parle de la fin du monde ou la fin d'un monde qui est le monde que par exemple Tim Mulgan appelait affluent, le monde où qui n'est pas le monde pour l'ensemble de la population humaine, mais qui est le nôtre, celui où nos enfants peuvent être soignés, ne meurent pas de faim, où notre exposition à la violence est limitée, somme toute. La fin de ce monde-là, peut-être que, sans qu'il soit parfait, peut-être qu'il y a des choses dont nous ne voulons pas qu'elles finissent de ce monde, dont nous voudrions nous prémunir de la disparition. Et peut-être qu'on pourrait se dire aussi que le catastrophisme bien compris, c'est justement cet appel à la volonté de préserver ce qui, dans notre monde, mérite d'être préservé et protégé. Et le catastrophiste, c'est aussi celui qui a non seulement une nostalgie pour ce qui était bien dans l'avant, mais qui a aussi un espoir précaire, un espoir humble, un espoir inquiet, que peut-être on peut aller de l'avant. Okay, donc, et on peut aller de l'avant avec un coup, et c'est ça aussi qui fait partie de la lucidité du discours catastrophiste, et si j'avais qu'une lecture à vous conseiller, c'est celle de Anders, et qui consiste à dire... Passer dans la catastrophe, c'est perdre bien sûr de son innocence, de son imprévoyance, c'est reconnaître une certaine partie de son ignorance et de son incapacité, mais c'est aussi,
et non pas sur le mode, on pourrait dire, solennisateur du salut, mais c'est aussi essayer de faire quelque chose pour préserver ce qui nous tient à cœur et aussi pour essayer de mettre en place un certain nombre de dispositifs politiques, sociaux, culturels, religieux, éthiques, pour négocier les choses pour que ça soit moins pire que ça ne pourrait être. Philosopher dans la perspective du pire, c'est la formule de Arendt qu'elle reprend à Luther, c'est pas être pessimiste, c'est plutôt au contraire donner un prix à ce dont on pense qu'il fait la valeur de l'existence. Ça va être une très belle façon de terminer. Merci beaucoup. Merci à vous.